Eh bien, bonjour à tous. Merci pour votre invitation pour ce colloque. Je suis honorée de pouvoir parler un petit peu des difficultés qu'on rencontre sur le plan judiciaire aux côtés de Maître Cussig, qui vous a déjà bien présenté les difficultés que l'on rencontre dans ce type de procédure. Moi, pour ma part, alors, je suis avocate au barreau de Lyon. Je fais quasi exclusivement des dossiers d'inceste, des dossiers de placement abusif, mais surtout des dossiers d'inceste. Et je vais vous parler des difficultés procédurales que l'on rencontre. Je vais surtout m'appesantir sur le juge des enfants, où on rencontre vraiment des problématiques systématiques à chaque audience au niveau de l'oralité des débats qui pose vraiment difficulté notamment. Et puis après, dans un second temps, voir comment on va pouvoir un petit peu déjouer et gommer tout ce qui va pouvoir prendre le pas, on va dire, dans l'appréciation du juge au niveau de ce type de dossier. Alors, dans la procédure d'assistance éducative, on est dans le cadre d'une procédure orale, ce qui pose un certain nombre de difficultés. Pourquoi? Parce que la plupart des avocats déjà ne prennent pas de jeu de conclusion. On est sur une audience où on va avoir des rapports de l'ASE qui vont nous être communiqués le plus souvent quelques jours, voire parfois quelques heures avant l'audience, donc qui mettent en difficulté les parties de pouvoir présenter une défense adéquate. Et surtout, eu égard à l'enjeu de ce qui se passe durant ces procédures, le fait de ne pas pouvoir avoir le temps de répondre à tout ce qui se dit, le fait de ne pas pouvoir communiquer directement aux parties, parce que les parents ne peuvent pas avoir la communication de ces rapports, donc ils doivent en avoir lecture par l'aide sociale à l'enfance avant l'audience. Parfois, cela n'est pas respecté. Et puis, l'avocat est censé leur en donner lecture, mais là encore, dès lors qu'on a des choses qui vont être contestables, dès lors qu'on va avoir des faits qui vont être juridiquement faux dans les rapports de l'aide sociale à l'enfance, en l'espace de 2 jours, avec des rapports qu'on ne peut pas communiquer aux parties, il est très compliqué d'établir une défense en l'espace de 2 jours et surtout avec un principe du contradictoire qui n'est pas nécessairement respecté. Alors, pourquoi il n'est pas respecté? Bah, de par justement l'oralité des débats, puisque même si on a des avocats, moi j'ai pour habitude de prendre des conclusions quand même pour le juge des enfants. Pas systématiquement, mais il me semble important en tout cas que les choses soient dites une fois. Si par exemple les écritures ne sont pas parues il n'y a pas encore de juge aux affaires familiales qui a été saisi. Moi, ça me semble important de faire des écritures, mais ça, c'est pour potentiellement assurer le fait que les choses soient bien écrites, parce qu'on se rend compte, in fine, que dans les jugements, on va avoir des éléments de preuve qui ne vont pas nécessairement apparaître. Donc je préfère que les choses soient écrites et puis qu'aussi pour l'appel, on puisse avoir de quoi avoir un support en fait de ce qui a été dit en première instance et ce qui n'a pas été repris dans le jugement. Mais l'autre difficulté à laquelle on se heurte, c'est au niveau de l'appel, puisqu'on a des délais d'appel qui sont euh, très importants. Et puis, on a des mesures qui vont être prises entre-temps. Et le temps que l'appel soit audiencé, eh bien, finalement, notre appel, il est caduc parce qu'il y a déjà de nouveaux éléments qui sont intervenus entre-temps. D'où le fait que non seulement la contradiction est déjà difficile à faire respecter, et en plus de ça, lorsqu'il y a une contestation d'une décision, les voies de recours que l'on nous propose, alors, je dirais pas qu'elles sont inadaptées, mais en tout cas, aujourd'hui, les moyens de la justice ne nous permettent pas d'avoir des appels qui sont faits dans les temps, qui nous permettent d'assurer la protection de l'enfant, qui fait l'objet de mesures immédiates, exécutoires de manière provisoire. Et le temps qu'on aille dans de l'appel, de toute manière, on va nous dire, oui, la mesure a déjà été effectuée, donc de faire un retour en arrière va être préjudiciable pour l'enfant. Mais tout ça, finalement, c'est ce temps-là judiciaire, c'est le temps procédural qui nous empêche. Euh, donc voilà pour cet appel. La cassation, c'est pareil, puisque de toute manière, dès lors qu'on va aller en cassation,
On a une jurisprudence qui nous dit de la même manière que pour l'appel. Dès lors qu'on a une autre mesure qui a été prise entre-temps, donc le plus souvent, on va avoir des délais d'appel qui peuvent aller de 2 à largement 9, 10, 11 mois. S'il faut faire un appel en cassation, un pourvoi en cassation derrière, et bien là, l'appel sera le pourvoi sera de toute manière caduque, puisqu'on aura eu un renouvellement de mesures entre-temps. Donc tout ça fait que finalement, les voies de recours, elles existent, mais elles ne sont pas efficientes, puisqu'on ne peut pas porter la voix de nos clients, on ne peut pas porter la voix des enfants jusqu'en bout de chaîne, de par les renouvellements de mesures. Et puis, surtout, le juge des enfants, il a, parce qu'on est sur cette procédure orale, parce qu'on est sur une procédure aussi qui n'est jamais vue à l'université. Je pense que ça, il faut vraiment aussi le reconnaître. C'est une procédure qu'on n'étudie pas à l'université, qu'on voit dans le cadre de l'école des avocats, mais à mon sens, pas comme pas de manière assez approfondie, parce que là encore, on a un manque de temps. À l'ENM, je ne peux pas en parler puisque je n'ai pas fait la formation à l'ENM, mais tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on a affaire quand même à des jeunes juges qui vont être missionnés en tant que juges des enfants dans leur première fonction. Donc on va avoir des juges qui ne sont pas forcément parents, qui n'ont pas forcément une expertise, une formation complète en psychologie de l'enfant, et ce qui va amener à des points de vue, des biais au niveau du traitement judiciaire. Euh, Moi, ce que je pourrais dire déjà, quelque chose que je vois et qui m'interroge, c'est sur les décisions qui sont rendues en fonction du genre. Alors encore une fois, je parle de ce que je vois et de manière personnelle, je peux pas absolument pas en faire de généralité, mais en tout cas, moi, je vois que les décisions qui sont où le principe de précaution va être pris en compte de manière assidue. Ces décisions-là sont souvent rendues par des magistrats hommes. Donc, je me questionne énormément sur pourquoi, à chaque fois qu'on a une magistrat femme, pourquoi on se retrouve avec des décisions qui vont être parfois plus punitives que ce qu'on va retrouver avec un magistrat homme. Ça, c'est une question que je me pose. Par exemple, sur des non-applications de la loi sur des audiences devant le juge des enfants, là récemment, je peux vous parler par exemple du refus d'application de la loi Santiago par le tribunal judiciaire de Grenoble sur un père qui est mis en examen et avec la juge des enfants qui va vraiment refuser d'appliquer la loi Santiago et en nous disant, ben voilà, si vous n'êtes pas content, vous ferez appel. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un papa qui est mis en examen et qui retrouve des droits libres sur ses enfants, qui est par ailleurs multi-condamné. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait face à un juge qui refuse d'appliquer la loi? Bien, dans ces cas-là, c'est ce qu'on a fait dans ce dossier-là, on va poser une question prioritaire de constitutionnalité sur la rupture des droits entre les enfants selon le moment où on va voir une mise en examen dans le dossier, puisque là, la juridiction nous disait la mise en examen, elle est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Donc, donc cette loi ne s'applique pas. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On peut poser une question prioritaire de constitutionnalité. Mais là encore, parce qu'on est sur une procédure orale, parce qu'on est sur une procédure qui fait intervenir des jeunes juges, des jeunes avocats aussi, parce que les avocats sont souvent très jeunes quand ils entrent dans ce type de contentieux, parce qu'on a une procédure qui est bien plus théorique que pratique. Et moi, les questions prioritaires de constitutionnalité que j'ai pu poser n'ont pas été déclarées recevables parce que je les faisais au moment de l'audience, ou bien et parce qu'elles sont faites au moment de l'audience, on dit qu'elles sont pas contradictoires. Mais si on est sur une procédure qui est orale, a priori, on devrait pouvoir en débattre en audience. Et c'est là où finalement on se rend compte qu'il y a un déséquilibre, puisque lorsque ça va être la partie de l'aide sociale à l'enfance, ou alors le parent agresseur qui va pouvoir amener des éléments, souvent, ils vont être pris en compte à la dernière minute. Mais lorsque ça va être le parent protecteur qui va amener des éléments ou qui va poser des questions d'ordre juridique, d'ordre procédural, qui va relever des exceptions de nullité, dans ces cas-là, on va pas savoir comment les gérer, on va pas savoir comment les traiter.
ou de toute façon ça fera l'objet d'un appel qui potentiellement n'aboutira jamais. Donc tout ça ne peut jamais finalement être pris en compte. Et c'est là où moi je répète souvent à mes clients et clientes, c'est de dire oui, on a la théorie, il y a le droit tel qu'il s'applique en théorie, et il y a la pratique du droit. Et le juge des enfants, c'est là où moi je trouve qu'on est vraiment sur un contentieux qui est très particulier par rapport aux autres types de contentieux, c'est que la réalité juridique n'est pas celle des textes. On n'applique pas les textes. Et lorsque moi par exemple devant, bah, c'était en plus devant la cour d'appel de Lyon, il y a un moment donné où j'ai dit, voilà, moi là je suis face à un placement abusif avec les répercussions psychologiques qu'on connaît sur les enfants, sur des placements abusifs. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que l'inspection générale des affaires sociales nous dit qu'on a un placement abusif sur deux. Donc ça veut dire que là aujourd'hui, ce qui représente, sauf erreur de ma part, plus de la population de la Guadeloupe en termes d'enfants abusivement placés, au niveau de l'inceste qu'on se représente aussi, on est sur plus de la population grenobloise chaque année qui est victime de violences sexuelles sur mineurs. Comment on fait par rapport à ça pour prendre en compte ces statistiques-là, voir le nombre de placements abusifs? Et lorsque je vais dire ça devant la cour d'appel en disant, voilà, dès lors qu'on nous dit qu'il y a 50% de placements abusifs d'enfants, que l'aide sociale à l'enfance rend des rapports et qu'on a des validations des juges sur des rapports de l'aide sociale à l'enfance que nous, avocats, n'avons pas le temps de contester comme il se doit parce que le principe du contradictoire fait défaut dans cette matière, qu'est-ce qu'on peut faire? Et rien que de donner des statistiques devant un magistrat, moi je me suis heurtée, et ça m'est arrivé plusieurs fois, à dire, mais vous portez des accusations graves contre les magistrats. Nous avons fait l'École nationale de la magistrature, nous avons opté, nous avons fait le choix de défendre les enfants, et aujourd'hui, mettre les propos que vous nous tenez devant la barre et de dire que finalement, on serait une chambre d'enregistrement, que nous ferions que valider des rapports qui demanderaient de placer les enfants. Et là où je suis dérangée par ces remarques qui me sont faites, c'est que ce ne sont pas des accusations, ce ne sont pas des reproches qui sont faits à la magistrature, ce sont des chiffres. Et que plutôt que de réfléchir à ces chiffres-là, on essaye de contester, de dire qu'on fait bien notre travail. Mais c'est pas là, en fait, là où on veut en venir. Nous, on veut en venir, c'est prendre conscience de ce qui se passe et de se remettre en question par rapport à ces chiffres. Mais dès lors qu'il y a un déni de la magistrature de prendre ces chiffres en considération, je pense qu'il va y avoir des difficultés pour avancer. Et avec quoi on se retrouve in fine dans les dossiers? On va se retrouver systématiquement avec une fusion de la maman et de l'enfant, ou du parent protecteur, hein, puisque c'est le parent protecteur qui est visé, mais bon, dans 98% des cas, c'est la maman. On va se servir du classement sans suite, voilà, en disant nous, du côté civil, on ne peut rien faire. Mais si, et je reprends le discours de mon confrère Maître Cussick, c'est que de toute manière, on va se heurter à des classements sans suite et on va se heurter à des non-lieux. On sait qu'on a 1% de non-lieux aujourd'hui. Donc si le civil vient se calquer sur le pénal, donc bah, dans 99%, on va prendre des mauvaises décisions, puisque dans 99% des cas, on a un non-lieu. Donc si on part du pénal pour asseoir ces décisions civiles, nécessairement, on n'ira pas euh, dans le, dans la bonne direction. On n'ira pas dans la bonne direction parce qu'on sera toujours en opposition à ce qui se passe plutôt que d'être en prise de conscience et, et travailler de manière à ce que tout ça puisse s'arrêter et être traité judiciairement de manière convenable. Donc les classements sans suite vont donner lieu à l'absence de violence dans le huis clos familial et ça va se retourner en conflit. On va être dans un conflit parental. Et même au tout début des dénonciations, hein, moi je vois l'aide sociale à l'enfance dans les dossiers qui récupèrent des dossiers, et quand je vois comment c'est coché à l'intérieur des rapports que l'on a, les violences sexuelles ne sont pas cochées, et on se retrouve avec du conflit parental, du conflit de loyauté, l'instrumentalisation de l'enfant, tout ça qui est basé sur un classement sans suite, et ce classement sans suite qui est juste en fait une incapacité de la justice à prendre en compte la parole de l'enfant. Alors, comment échapper justement à ce prisme-là de la justice? C'est très compliqué. C'est très compliqué et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de gommer au maximum
tout ce qui pourrait justement nous être reproché parce que pris dans ce prisme-là de bah, il y a classement sans suite, donc il y a conflit, donc on va aller rechercher les éléments qui vont pouvoir nous permettre au civil de dire, eh bien non, le placement est justifié, le retour chez le papa est complètement justifié, alors même que l'ensemble des éléments ne nous le permettent pas. Mais ça, c'est le classement sans suite, et ça va être également les décisions de non-lieu, ou alors le fait d'avoir une plainte avec constitution de partie civile suite à un classement sans suite, qui va se retourner contre le parent, puisqu'on va dire, vous voyez, madame ou monsieur ne se satisfait pas du classement sans suite, il porte sa voix plus haut juridiquement devant un juge d'instruction, et donc il est convaincu. Et je pense, moi, que dès le départ, mais c'est très compliqué parce que souvent quand on recueille les propos de son enfant, eh bien, on n'est pas préparé du tout à tout ça. Et puis, ce qui est le plus logique, en fait, va venir nous porter préjudice par la suite. C'est-à-dire qu'un dépôt de plainte en disant, voilà, mon enfant, il m'a dit ça, j'ai recueilli les paroles de mon enfant et je suis convaincue qu'il ne me ment pas. Là, on va tout droit, justement, apporter de l'eau au moulin du magistrat qui sera convaincu que rien ne s'est passé parce qu'il y a un classement sans suite. Alors moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est évidemment de porter la parole de son enfant, de lui dire qu'on le croit, ça, il n'y a même pas à en discuter. Mais je pense que la manière dont il faut rapporter la parole de l'enfant et la présenter à la justice ne doit surtout pas passer par le parent protecteur. Parce que ça, de toute façon, on va nous le reprocher. Quoi qu'on fasse, il faut bien comprendre que qu'on choisisse la voie A ou qu'on choisisse la voie B, on nous le reprochera. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est trouver la voie qui nous permet de dire plus tard, non, je n'ai pas été dans l'instrumentalisation. Donc, comment on peut faire? Déjà, porter plainte contre X, ne pas viser le père, en disant, voilà ce que m'a rapporté mon enfant. Attention, voilà ce que m'a rapporté mon enfant, mais moi, je ne suis convaincue de rien, puisque je ne suis pas l'autorité judiciaire. Je suis simplement parent. Mon seul travail que j'ai à faire, c'est rapporter la parole de mon enfant, mais en aucun cas, je ne dois porter une appréciation par rapport à ça. Donc, moi, j'ai beaucoup plus de facilité à défendre des clients lorsque j'ai un classement, lorsque j'ai une plainte, pardon, qui a été déposée contre X, avec le doute qui est mis de la personne. Voilà, de dire, moi, je constate ça. Il y a des comportements qui ont été constatés par des professionnels. Il y a des propos qui ont été recueillis. Maintenant, moi, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Est-ce que je peux viser quelqu'un en particulier? Non. Et je ne le ferai pas. Parce que plus tard, quand on va reprocher aux parents protecteurs d'avoir immédiatement cru sur parole son enfant, qu'on a tout de suite déclenché, qu'on était persuadé que c'était cette personne-là qui était auteur, lorsqu'on a une plainte qui a été déposée contre X ou une ouverture aussi d'enquête qui a été faite suite au signalement et non par un dépôt de plainte, ce que je conseille aussi, c'est qu'il faut que ça soit des tiers qui fassent des signalements et des informations préoccupantes. Plus le parent protecteur, tout en respectant évidemment ses obligations légales, plus le parent protecteur reste en retrait de ce qui est judiciaire, mieux c'est. Il faut mettre les professionnels sur le devant, mais il faut protéger ces professionnels pour que eux ne subissent pas de pression par la suite par rapport à leur dénonciation. Euh, mais il faut que ça soit ces professionnels et lorsque il est temps, enfin parce que justement toute la protection et tous les professionnels formés euh, au recueil de la parole ont pu faire leur travail justement sans altération du parent protecteur, entre guillemets, altération qui, de fait, hein, on ne peut pas le reprocher, elle est de fait, mais en tout cas, il va falloir la gommer au niveau judiciaire. Une fois que la parole de l'enfant a été recueillie, une fois que les professionnels se sont positionnés, je pense que c'est seulement à ce moment-là que le parent peut intervenir dans le cadre de la plainte, dans le cadre de l'enquête, en disant, voilà, c'est à mon tour de signaler parce qu'il faut que je remplisse mes obligations légales. En soi, je viens juste ajouter ce dont moi j'ai été témoin, mais je viens me greffer à l'enquête. Il faut que ces signalements puissent devenir enquête, mais pas à la demande du parent protecteur, mais que le parent protecteur puisse venir être une pièce supplémentaire, mais pas l'élément déclencheur. Il ne faut pas qu'il soit l'élément déclencheur. Il faut également, et je sais que c'est terrible ce que je dis parce qu'on demande d'être coopératif et ne pas montrer d'agressivité envers une personne qui est dénoncée par notre enfant comme le parent agresseur, comme le violeur.
Et pour autant, il ne faut pas montrer d'animosité. Pour autant, il faut rester doux, il faut rester calme. Et il faut également, en tout cas moi, c'est le conseil que je demande, c'est de montrer qu'on tend la main. Même si on ne le fait pas, et on ne peut pas le faire, humainement parlant, on ne peut pas le faire. Mais en tout cas, judiciairement, c'est ce qu'il va falloir amener, il va falloir montrer. Et ce que je dis souvent à mes clientes, c'est garder ça en tête. C'est qu'on n'est pas en train de se plier à ce que veut le père qui a agressé, c'est qu'on est en train de donner à la justice ce dont elle a besoin pour pouvoir mettre en sécurité votre enfant. Et que ces démarches-là, de main tendue envers le potentiel agresseur, elles sont importantes, justement encore une fois, pour gommer. Il faut à la fois que tout ce qui puisse être fait pour protéger l'enfant soit fait, mais il faut aussi que tout ce qui puisse être fait pour contrebalancer ce qui risque d'être dit à l'avenir puisse être fait. Et c'est en ce sens-là que de rester en retrait dans la procédure, de montrer qu'on n'est pas en opposition avec le père, qu'on fait en sorte de tendre la main au père pour pouvoir discuter avec lui. Par exemple, mettre en œuvre des systèmes de médiation qui n'aboutiront pas parce qu'on sait que c'est pas permis, mais en tout cas juste de faire une démarche pour montrer au juge, voilà, j'ai fait la démarche, même si c'est pas permis parce que dès lors qu'il y a des violences, les médiations ne peuvent avoir lieu, et Dieu merci parce que cette interdiction est là pour protéger les victimes, mais de montrer que nous sommes dans cette démarche-là. Et que finalement, si tout ça prend une ampleur assez extrême, ce n'est absolument pas la faute du parent, ça va être, ça va être par les professionnels, par l'école, c'est-à-dire des tierces personnes qui vont pouvoir prendre en considération les paroles, les comportements qui sortent du huis clos familial, et où là, on ne pourra pas taxer le parent protecteur de règlement de compte, de conflit parental, de conflit de loyauté. Voilà, il faut se gommer. Il faut se gommer. Il faut gommer le conflit, alors que le conflit, il découle des violences. Il y a des violences, et lorsqu'il y a des violences, il y a nécessairement un conflit. On ne peut pas être, en tant que maman ou en tant que papa protecteur, on ne peut pas être euh, tout souriant et tout avenant devant le parent contre lequel des faits gravissimes sont dénoncés, et c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que la justice fonctionne différemment, et que ce qui paraît logique humainement ne l'est pas nécessairement judiciairement. D'où le fait d'être accompagné par des avocats dans ce sens-là, d'où le fait de prendre conscience de ce que c'est l'inceste, et de le faire rentrer en fait dans l'opinion publique, et de savoir ce qu'il faut faire en amont lorsqu'on on se confronte à ça. Parce que lorsqu'on est pour la première fois confronté à ça, on ne pense pas aller voir un avocat, on ne pense pas se renseigner, à aller voir comment se passe dans la réalité le traitement judiciaire des affaires d'inceste. On a envie de faire croire, on a envie d'être confiant envers cette justice, on a envie que cette justice nous protège, donc on va aller se réfugier en disant voilà, voilà ce que j'ai pu entendre de la part de mon enfant. Euh, et c'est tout à fait normal, mais je pense que ce n'est pas le rôle, en tout cas judiciairement, ça risque de se retourner contre le parent protecteur. Je pense qu'il faut qu'il y ait le maximum de professionnels formés à ce titre, qui puissent faire les déclenchements d'informations préoccupantes nécessaires, faire les signalements nécessaires, et que au moment de l'audition du parent protecteur, qu'il puisse justement rapporter les propos, mais ne jamais se positionner, ne jamais dire qu'il est convaincu, et justement de dire, moi, ce n'est pas mon job, c'est celui de la justice, et en cela, je ne peux pas dire si je suis convaincue de quelque chose, je ne peux pas dire si l'autre parent est agresseur, ça sera le travail de la justice. Mais moi, en tant que parent, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai déclenché tout le système que je devais déclencher, mais ensuite de ça, je reste en retrait. Et la plainte, si jamais je devais en faire une, il faut qu'elle reste contre X. Voilà. Même si à l'intérieur des propos, c'est le père, c'est la mère qui est visée par les dénonciations de l'enfant, il faut rester très prudent et ne pas viser quelqu'un en particulier, et surtout pas si on est dans un contexte d'inceste qui a été commis par l'autre parent, surtout ne pas être vindicatif, même si c'est très compliqué. C'est très compliqué, humainement impossible. Mais en tout cas, judiciairement, il faut tout laisser montrer.
euh, qu'on essaye de trouver une solution et non pas qu'on mène une vendetta contre le parent contre lequel les dénonciations sont portées. Voilà.